Et voilà, de retour sur ce plateau de Pan-African Media TV, eh bien, nous nous intéressons davantage ce soir à une véritable controverse qui agite l'opinion locale, l'opinion publique au Cameroun et même au-delà, celle du financement donc, du projet énergétique porté par le port autonome de Douala entre des accusations de désinformation, soupçons d'endettement peut-être caché, rivalité à d'influence, souvent associée notamment à ce que nous qualifions sur ce plateau comme étant de la France-Afrique. Une question vitale est donc au cœur de cette réflexion. Qui dit vrai? Une vidéo pourtant devenue virale d'un certain journaliste du côté de la France affirme que le Cameroun, à travers notamment le port autonome de Douala, aurait contracté une dette colossal de plus de 600 milliards de francs CFA auprès de la Chine. Mais selon les autorités portuaires, il s'agirait en réalité d'un partenariat public-privé de type BOT, un mécanisme dans lequel l'investissement est entièrement porté par un acteur privé. Ici, la société de projet Douala Port Power Corporation. Alors, sommes-nous face à un cas classique de manipulation de l'information dans un contexte géopolitique assez étendu, ou bien à une communication institutionnelle qui mérite, elle aussi, d'être peut-être questionnée et interrogée? On fait le point notamment avec nos invités sur le plateau autour de cette grande question assez centrale. Est-ce que... non, on aura... Charlie, est-ce que Charlie est avec nous depuis Yaoundé? Charlie, est-ce que vous nous recevez? Non, allez, des soucis de liaison avec nos amis Charlie, professeur Japon Bel, qu'on va revenir sur ce plateau central pour vous retrouver. Alors, on commence par qui? D'accord, peut-être je vais rentrer rapidement avec vous, Président Banakani. C'est la question de fond, celle qui peut-être met en désaccord aujourd'hui le port autonome avec une certaine source d'informations liées donc notamment à ce financement à hauteur de près de 600 milliards de francs CFA et que certaines sources ont vite fait d'annoncer que ces financements étaient faits sur un endettement de la part du port autonome de Douala à l'effet de pouvoir couvrir un certain nombre de besoins, notamment sur les questions d'électrification, tout ce qui est avec. Mais sauf que du côté du port autonome de Douala, on se veut beaucoup plus rassurant et péremptoire là-dessus. Ces financements obéissent au profil PPP, des projets public-privé avec des types BOT, c'est-à-dire qui permet à l'entreprise qui doit exécuter notamment ces projets de pouvoir avoir une assise financière intéressante à l'effet de couvrir, peut-être pas la totalité, non, la totalité des dépenses, mais qui est échelonnée sur une période bien définie. Alors, comment expliquer la dynamique de désinformation qui, d'abord, à qui doit-on croire? La campagne de désinformation ou alors la démarche et la communication du port autonome de Douala qui se veut beaucoup plus rassurante sur les mécanismes mis en place pour financer notamment le dit projet? Mais je pense que vous êtes sérieux, Fabrice, mais je comprends, vous faites votre rôle de journaliste qui, à travers des questions apparemment naïves, cherche à éduquer. Je comprends ça. Mais il faut faire extrêmement attention entre une information qui édifie, que les gens nous excusent, il fait très chaud dans ce studio et ce n'est pas de notre faute, il fait très très chaud dans ce studio. De temps en temps, il suffirait que nous soyons en train d'essuyer nos visages. Mais nous, on est prêt à payer ce prix-là pour l'Afrique. Surtout que c'est indépendamment de notre volonté. Donc, il y a ce qu'on appelle une information, il y a ce qu'on appelle une campagne de désinformation, mon cher Fabrice. Une campagne de désinformation ne repose sur rien. Elle repose seulement sur la désinformation. On prend un sujet, on tourne ça à l'envers, on raconte tout et n'importe quoi, parce qu'on sait que, généralement, les gens ne font pas l'effort de tracer l'information, de le contextualiser, et de le mettre en rapport avec ce qu'on appelle un écosystème qui crédibilise l'information. Les gens n'aiment pas faire ce travail. C'est fastidieux. Donc, les désinformateurs professionnels jouent là-dessus. Propagent des fausses nouvelles en déformant, en transfigurant une réalité pour faire émerger une autre réalité derrière la vraie réalité. Tout à l'heure, je reviendrai sur les acteurs de cette désinformation et on verra que
ça s'inscrit dans une géopolitique et que ce n'est pas nouveau. Alors, les désinformateurs, à travers une vidéo, font croire que le projet de système indépendant de production et de distribution d'électricité au port de Douala-Bonabéry est un gouffre à détournement de fonds publics et d'endettement. C'est ce qu'ils font croire. Officiellement, on parle d'endettement, peut-être pas de corruption, mais on parle... Non, derrière détournement. Ce n'est pas la première fois que le port de Douala fait face à ce type de procès. Donc, c'est ça qu'ils font croire, c'est ce qu'ils font dire. Or, nous allons commencer d'abord par démontrer, par présenter le projet et démontrer que vraiment, il faut être un malade mental pour écouter une telle vidéo. Je ne veux pas faire le nom, on ne fera pas le nom ici de prononcer la personne. La personne est connue comme un malade mental. Pas connaître là. Et nous savons à quelle galaxie cette personne appartient. D'abord, il faut rappeler aux gens que quand les gens entendent décision du PA, décision du port et du directeur général, il faut rappeler que le port n'appartient pas au directeur général. Il y a tout un conseil. Il y a un conseil d'administration. Il y a toute une procédure de validation de décisions qui sont prises au niveau du port, qui est sérieuse et très complexe. Et là, on se demande pourquoi la fixation autour du directeur général, M. Cyrus. La désinformation. Et parce que lui symbolise l'indépendance de notre port. Il symbolise le retour du port dans le giron de la souveraineté camerounaise. Puisque jamais on attaque ce conseil d'administration, d'ailleurs beaucoup d'entre nous aussi, moi je ne connais pas les membres de ce conseil d'administration. Tous les membres sont dedans, si vous prenez le cas de l'affaire EGS. La plupart des gens qui embêtent le directeur général du port sont membres du conseil d'administration du port. Hein. Ils sont membres et tous les dossiers qui a présidé, qui a précédé l'avènement de Transatlantique au port, sont passés au conseil d'administration. Ils étaient assis, ils étaient là validés. C'est la sorcellerie. C'est la vraie sorcellerie. Il faut l'appeler ça. Donc pour qu'on prenne une décision, quand le directeur signe comme ça, il dit que c'est une décision. Mais la procédure est terrible. Ce n'est pas un jeu. Le conseil doit voir. Les agents de régulation doivent valider, etc. C'est une procédure extraordinaire. Donc quand on veut vous dire qu'on a décidé, c'est déjà validé. Fabrice, c'est passé par toutes sortes de circuits de contrôle, de validation. Et même ces contrôles, Fabrice, ces validations sont basées sur quoi? Sur les tests, rappelons-les. Le projet dont on parle repose sur une convention de partenariat public-privé de type BOT. BOT veut dire Bullet Operated Transfer. Qui a été signé le 12 septembre 2025 entre le directeur général du PAD, M. Cyrus Gore, et le directeur général de Douala Port Power Corporation SA, DPPC SA. M. Darius Mesmin Ekouda. Ce texte, écoutez très bien, le contrat est fondé sur des textes qui encadrent tant le régime général des contrats de partenariat public-privé au Cameroun, c'est la loi du 25 juillet 2023, fixant le régime général des contrats de partenariat public-privé, que le régime sectoriel des partenariats public-privé portuaires, c'est la loi du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire et ses décrets subséquents, en l'occurrence celui du 24 janvier 2019 portant réorganisation du port autonome de Douala. Dans un contrat de ce type, Fabrice, BOT, Bill Operated Transfer, écoutez très bien, le partenaire privé finance, construit, exploite l'infrastructure pendant une durée déterminée prévue par le contrat, puis transfère l'infrastructure à l'État. Conclusion, ça veut dire quoi? Le financement de 628 milliards de francs CFA ne sort d'aucune poche camerounaise. L'État ne s'est même pas dérangé une seule seconde pour dire que je vais financer l'affaire ici. Rien. Le PAD n'a pas dit que je finance l'affaire ici. Rien. On n'a dérangé aucune structure financière camerounaise pour dire que préfinance ici, apporte-nous un soutien. Non. L'argent est mobilisé à 100% par l'opérateur privé. Vous comprenez ça? Oui. Très bien. De ce point de vue, donc, si on parle de ce point de vue, le PAD ne contracte donc aucune dette et n'a aucun remboursement à effectuer. S'il n'a donc aucune dette à contracter, aucun remboursement à effectuer, d'où vient l'endettement? Quand c'est un journaliste chevronné, on ne veut pas croire qu'il n'a pas eu... Président, on ne veut pas croire qu'il n'a pas eu cette données. C'est la solidarité des collègues. Continuez, ça va vous entraîner. Tout à l'heure, quand je venais, Bertrand parlait de la base, ça va vous entraîner dans des poubelles, vous allez chercher à fuir, il n'y aura pas moyen.
Puisque alors, on a également fait... Je ne m'attarde pas sur lui ici. Je viens donner la bonne information. Ouais. Celui qui veut écouter, écoute. Celui qui veut pas, il a... Non, on vous écoute, les chauffeurs-neries. Pourquoi le port de Douala est obligé de faire ce projet? Pourquoi? Parce que tout le monde sait que dans notre pays, on a des problèmes de production, de fourniture régulière de l'électricité. Tout à fait. Et c'est préjudiciable à l'industrie nationale. Absolument. Dans son ensemble. Et l'industrie portière est en pleine croissance. Le port vous dit que, monsieur, je fais face à 4 contraintes majeures. 1. Coupure intempestive d'électricité. 2. Variation des tensions. 3. Un réseau de distribution vétuste et une offre énergétique insuffisante pour couvrir les besoins de l'industrie portière en pleine croissance. Ces difficultés techniques impactent la productivité des opérateurs et limitent ce qu'on appelle l'attractivité du port. Fabrice, un port ne joue pas avec son attractivité parce que l'activité portuaire est une activité concurrentielle à l'international. Vous n'êtes pas attractif, vous allez subir les conséquences immédiatement. Les opérateurs privés cherchent les ports attractifs. Et dans le monde aujourd'hui, les pays se battent. Chaque opérateur portuaire se bat pour arrimer son standing portuaire au niveau des standings internationaux. C'est la consigne que le président a donnée aux dirigeants du port autonome dès 2011. Pour dire que le port de Douala doit être le port le plus performant du Golfe de Guinée. Alors, pour ça, le port autonome a pensé organiser son indépendance énergétique. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et ce n'est pas nouveau. Hein. Ça fait partie du schéma directeur de développement du port de Douala-Bonabéry pour la période entre 2020 et 2050, qui a été validé par le conseil d'administration. Depuis, écoutez bien, validé. Afin de renforcer les performances opérationnelles, la compétitivité et l'attractivité du port. Et il permettra en particulier à la place portuaire de Douala-Bonabéry de s'arrimer aux standards internationaux en matière de performance énergétique. Pour ça, le projet a 2 composantes majeures. Première composante majeure, c'est la construction d'une centrale de 102 MW et d'un gazoduc Kribi-Douala pour un investissement de 397 milliards de francs CFA. Le Cameroun ne débourse rien, le pôle ne débourse rien. C'est l'opérateur privé qui débourse l'argent. La phase 2, c'est l'extension de la capacité à 300 MW sur 10 ans pour 230 milliards de francs CFA. L'objectif est d'assurer au port une autonomie énergétique totale, 24 heures sur 24, avec la possibilité même d'injecter l'excédent de production dans le réseau public au bénéfice de la ville de Douala. Vous voulez commenter un truc comme ça? Ce n'était pas de commentaire, c'est tellement évident. Donc, le partenariat a été conçu pour générer des recettes diverses, comme d'habitude, à l'État du Cameroun, taxes, redevances et diverses sortes de droits, durant toute la durée de l'exploitation par le partenaire privé. En plus du fait que l'infrastructure va revenir à l'État du Cameroun, une fois que le partenaire privé aura épuisé son temps d'exploitation. Près de 200 emplois directs créés, près de 1000 emplois indirects créés. Donc, les 628 milliards dont on parle tant, Fabrice, représentent simplement le coût de construction d'une infrastructure énergétique complexe. Centrale électrique de production de 300 MW à terre, un gazoduc de plusieurs dizaines de kilomètres entre Kribi et Douala pour une alimentation optimale de la centrale en gaz et un réseau moderne de distribution au sein du port. Il s'agit donc d'un projet structurant qui intègre plusieurs composantes. La production de l'électricité, le transport du combustible par pipeline, le réseau de transport et de distribution d'électricité dans l'enceinte du domaine portuaire, du domaine public portuaire. Mon cher Fabrice, vous reprochez à quelqu'un d'avoir du génie et de le mettre au service de son pays. Parce que c'est ça le procès qu'on lui fait en désinformation. Vous voyez à quel niveau on se trouve. Maintenant, pour que vous compreniez pourquoi un tel acharnement, c'est ça qui est important d'expliquer. Parce qu'on peut comprendre comment un truc aussi clair et net. Donc, ça ne demande pas d'être très attentif pour comprendre que on est dans la norme ici. J'ai juste recoupé 2-3 dépêches. Je me suis rapidement rendu compte que c'est un PPP avec notamment un bon. Et donc, je me demandais comment expliquer qu'avec autant d'éléments, on se retrouve en train de vivre cette désinformation. Le DG Cyrus Gore représente quelque chose qui est intolérable pour le réseau de l'endocolonial local, en alliance avec la France,
quelque chose qui est intolérable pour ce réseau. Est-ce que là, on joue les prolongations du conflit avec SGS qu'on a Non, oui, bien sûr. On y est encore. C'est quelle galaxie? C'est la galaxie Bolloré au Cameroun. Mais cette galaxie Bolloré sont les qui? C'est un réseau d'endocolons qui se sont longtemps préparés pour succéder au président Biya. Il faut bien comprendre ce qui se passe là. Donc, comment voulez-vous qu'ils acceptent que dans un univers où on a fait croire qu'on ne peut pas faire mieux que les endocolons? Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux? S'enrichir énormément. Parce qu'un endocolon, un leader endocolon, c'est quelqu'un qui est très riche. Et puis c'est un fonctionnaire. Il n'a aucune industrie, mais il est multimilliardaire. Il n'a rien fait pour ça. Écoute. Deuxièmement, il vous dit ceci: j'ai occupé plusieurs postes, j'ai l'expérience des affaires de l'État. Écoutez très bien. J'ai l'expérience des affaires de l'État. Donc, du coup, je rassure les partenaires étrangers. Qu'est-ce qu'on met dans les partenaires étrangers? La France. La France d'abord. Et l'Occident dans son ensemble, dont le FMI et la Banque mondiale. Donc, ça veut dire quoi, Fabrice? Ça veut dire que ces gens-là, en plus de leur statut local, construit par ce que j'appelle le détournement de fonds publics, en tout cas, le pillage des fonds de l'État, le contrôle des réseaux ésotériques, n'est-ce pas? Il faut qu'en plus qu'ils donnent les gages aux parrains. Comment on donne les gages aux parrains? C'est que chacun doit lui apporter sa part de bijoux de famille. Chacun doit apporter à la France sa part de bijoux de famille de secteur stratégique. La régie fait comme tu es ministre dans tel secteur, tu t'assures que la France et les entreprises françaises gagnent le terrain dans ce secteur-là. Et en retour, la France te rassure que, monsieur, je vais te mettre à ta disposition le réseau français à l'international et partout, et à l'intérieur, pour que tu réussisses dans ta carrière de futur présidentiel. C'est ça le deal. Or, M. Cyril Ngozi détruit ça. Il a montré que non, on peut être performant dans le même cadre où les endocolons brillent par leur incompétence et leur incapacité à construire quoi que ce soit de glorieux pour le compte du pays, au moins pour répondre aux directives du président. Cyril Ngozi vient de démontrer que c'est possible. Il ramasse un port, M. Fabrice, un port qui apporte comme recette à l'État 500 millions de francs CFA. Je répète, qui rapporte 500 millions de francs CFA. Pendant qu'il rapporte 500 millions de francs CFA, Bolloré, lui, il est dans les 1000 milliards. Tout l'argent que Bolloré a, je vous ai dit que on est des affaires de 5 000 et 10 000 milliards qu'il a collecté. Le peu de temps qu'il a passé là-bas. Allez voir combien il a versé à l'État. Il versait 500 millions par an. M. Cyril arrive, il réorganise, par le travail et l'équipe qu'il a mis autour de lui. Il dit à l'État que nous, on peut apporter 1500 milliards. Il est à ce niveau, hein. Alors je vous parle. Et ils disent même que si on va au bout de notre programme de modernisation, on peut garantir 2000 à 2500 milliards chaque année à l'État en termes de recettes en termes de recettes. Vous vous rendez compte, Fabrice? Vous vous rendez compte? Plus grave, ils démontrent que les locaux peuvent gérer un port. Et qu'on a même au Cameroun des génies en informatique qui font que quand Bolloré décide de confisquer l'outil informatique du port, des jeunes étudiants camerounais en informatique relèvent le défi. Il démontre que je peux gérer un port mieux que Bolloré. Et que les locaux peuvent gérer un port. Fabrice, si c'est vrai pour le port, pourquoi ça ne serait pas vrai pour notre secteur stratégique? Les chemins de fer, l'électricité, cité partout, l'eau. Hein? On a aujourd'hui avec un scandale où Cameroun n'a pas donné l'eau aux populations. Ils inventent des raisons bidons pour justifier ça. Pour justifier ça. Ils n'arrivent même pas à faire les raccordements de la population. Vous êtes dans un domaine où la demande est supérieure à l'offre, Fabrice. La demande est largement supérieure à l'offre. Le président dit, ok, oui, faisons le néolibéralisme. Ouais. Gérer même comme le privé. Les gens n'arrivent pas à faire ce travail-là. Ils n'arrivent pas à le faire. Mais le port démontre que c'est possible. On démontre ça à Douala. À Kribi, on est en train de faire pareil. Fabrice, cette dynamique-là, la France ne peut pas l'accepter. Elle ne peut pas l'accepter. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, on va mettre le colonat économique dehors dans notre pays. Alors, vous pouvez donc comprendre pourquoi il y a une espèce d'hystérie. L'hystérie, c'est quoi? C'est que, un truc aussi clair comme ça, mais quand on parle de ça, on tourne ça, on renverse. On dit que non, hein,
c'est un endettement. Il va s'enrichir, il va avoir les loto-commissions par derrière, il va s'enrichir, et quand à terme, le port même ne va rien gagner dans tout ça, etc. les consorts. Que c'est un éléphant blanc qu'on est en train de vendre comme ça aux gens. C'est ça l'hystérie, c'est cette peur-là qui explique qu'on ramasse des mercenaires, des malades mentaux que tout le monde connaît, pour s'asseoir raconter tout et n'importe quoi. Merci à vous. Bertrand, il est clair qu'on est dans la désinformation, mais la question que j'aimerais vous poser à ce sujet, à qui est destiné, effectivement, à qui profite finalement de cette désinformation? À M. Issa Chiroma Bakari et à M. Kanto. Oh. Mais laissez-le vous démontrer. Laissez-le vous démontrer. La première partie du président Banda a été ce qu'on appelle les explications d'ordre technique et financier, c'est-à-dire apporter une réponse au problème. Expliquer au Cameroun ce qui est en est. Et je veux vous dire pourquoi. C'est même petit. Vous parlez de combien? 300 mégas. Une fois que le projet, une fois que c'est lancé, nous dirons au directeur autonome du port de lancer un deuxième programme pour avoir un gigatétra d'électricité. Le port de Douala peut alimenter le port fluvial de Garoua. Vous savez pas ça? Bravo, Bertrand. Le port de Douala peut alimenter en énergie le port de Limbe. Vous savez que le président a déjà sorti l'architecture juridique. Il paraît que c'est même déjà en phase de signature avec un groupe turc. 500 millions de dollars d'investissement. Port hydrocarbures et d'agro-industrie. Les fous resteront fous. Si quelqu'un est réfugié alimentaire en France, c'est sa vie privée. Ce monsieur, et la deuxième partie d'explication du président Banda, c'est là que c'est important. C'est un homme politique. Moi, je vous ai dit que je me suis rangé à ses côtés parce qu'il était brillant. Il n'avait pas de véhicule. J'ai dit, il est extrêmement... Moi, je suis à ses côtés. Moi. Vous ne comprenez pas ça si vous n'analysez pas la guerre de succession. Il vous a parlé de la guerre de succession. Chasser le président Biya au profit d'intérêts français. Ce journaliste-là est où? En France. Continuons. Deuxième des choses. Ce journaliste a été soutien indéfectible de M. Kanto. Quand ça n'a pas marché, porte-parole et soutien de M. Issa Chiroma Bakari, qui portait les intérêts politiques de M. Kanto et de M. Issa Chiroma Bakari. Et l'Union européenne. Continuons. Une fois que ça a été un échec politique, l'objectif c'est quoi? Chaos au pays, dans le Cameroun. Il faut un chaos, un soulèvement populaire. C'est eux qui sont derrière. On va nommer Franck Biya avant l'arrivée du pape. C'est Franck Biya qui devra accueillir le pape. Le poste de vice-président, c'est Franck Biya. Camerounais, vous pouvez accepter ça. Vous ne trouvez pas depuis un certain temps le harcèlement sur Franck Biya, qui n'a rien demandé. C'est eux, c'est lui qui porte ça. Ce même journaliste, allez suivre ces vidéos, expliquant que le président est pire dans une succession dynastique. Je suis même allé plus loin. Oui, le président nomme Franck Biya vice-président pour continuer son mandat. Et quand le mandat du président finit, comment on fait avec Franck Biya? Oui, supposons même que ce soit l'idée du président. Et nous, on va passer le temps à dire que vous savez ce qu'on appelle une stabilité institutionnelle. Le président Biya travaille 70 ans. On peut tout dire. Il a donné sa vie pour le Cameroun. Les résultats sont bons, les résultats ne sont pas bons. Il a un souci, la stabilité institutionnelle. Ça, d'abord, c'est comme moi. Je suis déjà en train de réfléchir à la stabilité de ma famille, si Dieu demain me rappelle. Moi, il y a des discours que j'ai avec mes garçons, il y a des discours que j'ai chez moi. Il y a même un certain nombre de discours que je prends. Déjà pour la stabilité. Si jamais je voyage beaucoup à l'intérieur du Cameroun, eh bien, des hauts commis de l'État ont eu des accidents de circulation. Eh bien, ils ont laissé leur vie sur les routes du Cameroun. Ça peut m'arriver. Et comment vous pouvez demander à quelqu'un qui, depuis 1962, est un homme des dossiers, 1962, il n'y a rien qui se soit passé sur le plan politique d'important au Cameroun, sans que ce n'ait atterri sur le bureau du président Biya. Et qui a travaillé. Vous lui demandez de ne pas tenir compte de la stabilité institutionnelle, surtout que c'est eux qui lui rappellent son âge. Tu es vieux, tu as 93 ans, tu es vieux, tu ne tiens plus debout. Et vous demandez à un monsieur comme ça de ne pas penser à la stabilité institutionnelle avec un certain nombre d'intérêts de notre pays.
Le président Biya ne le ferait pas, il serait le président le plus irresponsable du monde. Il le fait. Et quand il l'a fait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Immédiatement, ils se sont dit que qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus d'arguments. Ils ont sauté sur Franck Biya. C'est Franck Biya, c'est le poste de Franck Biya. Il sera nommé. Ils vont aller plus loin. Ils vont sortir un document fake de nomination de Franck Biya. Vous n'avez pas vu le document? Absolument. C'est-à-dire ils vont sortir un document avec les armoiries de l'État. Après ce document, maintenant, il montre comment on est en train de tirer ces affiches qu'on sort pour pas... C'est le même. Je vous explique donc. Ce que c'est qu'une zone industrialo-portuaire et les intérêts à l'intérieur d'une zone industrialo-portuaire. Le port autonome de Douala, PAD, et sa zone portuaire concentrent la majorité de l'industrie du Cameroun. Bertrand, vous dites que la zone portière... Le port de Douala, Douala. Voilà, parlons à intellectuel, parce qu'on parle comme ça. Il produit sa merde là et ses saletés là, les lundis, mercredis. Il dit ce sont les vérités du Cameroun. Ce sont les dessous du Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens vont suivre. Je rappelle, le port autonome de Douala PAD et sa zone portuaire concentrent la majorité de l'industrie du Cameroun. Il n'existe pas de liste, bon, truc dessus, sur le truc. Voilà les industries au PAD. Industrie lourde, chantier sur le domaine portuaire. On a le chantier naval et industriel. On a Dangote Cement, production de ciment. On a Sodimec Industrie SA, maintenance industrielle et fabrication de pièces métalliques. 2. Zone industrielle de Bonabéry, rattachée au port. Vous avez le CIL, complexe industriel du littoral, savonnerie, raffinage d'huile, produits chimiques. Vous avez Soticam, agroalimentaire, yaourt, Dolé et su. Campagne Batou, la transformation de plastique, oléo, huile de graines raffinées. 3e, zone industrielle Bassa, rattaché au port, c'est-à-dire on appelle le domaine portuaire étendu. Vous avez Chococam, vous avez Camfood, vous avez Loravon, zone industrielle Bassa, vous avez Satissa, cartonnerie, vous avez autres industriels notables liés au port, Africa Industrie Cameroun, Industriel Solutions, Société d'ingénierie. 70% des structures industrielles usines sont dans la zone portuaire. Or, comme toujours demandé les industriels, ils ont toujours demandé un prix préférentiel du kilowatt. Ils l'ont toujours demandé au président de la République. Que patriarche président, donnez-nous un coût préférentiel de l'achat du kilowatt pour que nous soyons compétitifs. Pourquoi la France à un moment donné a été compétitive? 58 centrales nucléaires. C'est pour ça que les industriels français, les groupes d'intérêt français vénèrent De Gaulle. Parce que c'est De Gaulle qui va lancer et dit que on va lancer, comment je vais dire, la recherche nucléaire. 50 000 centrales nucléaires. La France donnait le meilleur prix au kilowatt. C'est ça à un moment donné qui va tirer l'industrie française. Pourquoi l'industrie allemande a été performante? Le gaz russe, l'énergie russe. Quasi gratuit. Bravo Bertrand. C'est ça le directeur du port autonome de Douala. De dire comment est-ce que dans ma zone portuaire, je rends les entreprises qui travaillent dans l'espace portuaire extrêmement compétitives, sans m'endetter. Je trouve une solution pour leur fournir, c'est-à-dire que de l'énergie à bon coût. C'est-à-dire de dire à l'État du Cameroun, que l'État du Cameroun, je vais résoudre une partie de vos problèmes. Régler même déjà les problèmes énergétiques à l'ensemble du pays. C'est-à-dire que il y a des structures industrielles ailleurs. Moi, dans ma zone portuaire, puisque les textes lui donnent ce droit, eh bien, il signe le type de contrat PPP là. Trouver un partenaire. Et le partenaire vient pourquoi? Parce qu'il regarde les performances du PAD. Tu ne viens pas. Pourquoi les réfugiés alimentaires ne donnent pas les performances du PAD? On peut détester M. Cyrus Gon. Je ne dis pas de l'aimer. Quand vous avez fini de cracher sur lui, donnez ses performances. Dont le partenaire ne vient pas parce que c'est M. Cyrus Gon, parce que vous êtes beau. Il demande à M. Cyrus Gon, faites-moi parvenir vos performances. M. Cyrus Gon fait parvenir ses performances. Il dit, je viens. M. Cyrus Gon dit ses projets de 600 milliards. Il dit, je mets 600 milliards. Le mettez. C'est eux qui proposent ça à M. Cyrus Gon. Allons dans un PPP. C'est-à-dire, je pose de l'argent. Exactement le même problème que l'autoroute là-bas. Les Chinois l'ont fait. Je suis passé là-bas il y a 2 semaines. C'est les Chinois qui ont ce qu'on appelle la société qui gère le péage. C'est-à-dire, l'État du Cameroun a dit, je veux une autoroute qui part de ma zone industrielle et qui arrive à la sortie de Kribi. Les Chinois ont dit, on fait ça. Et ils se sont entendus en fonction, comment je vais dire, que du volume de voitures et du type de voiture. De dire que voilà, par calibrage de voiture, par nombre d'essieux, par poids de voiture, voilà ce qu'on va faire du péage. Et c'est eux qui gèrent, l'entreprise qui gère le péage. Le Cameroun n'a pas dépensé 5 francs, mais nous avons l'autoroute. Allez voir l'autoroute. Kribi Lolabé. C'est ça. Voilà ça ici.
Et les entreprises apportent un soutien total au directeur du parc. Pourquoi? Parce que c'est une affaire privée qui concerne le parc. Eh bien, elles ne seront pas taxées. C'est-à-dire qu'au prix de ENEO, Tout à fait. moi-même, s'il y a moyen de me connecter là-bas, je vais demander pardon. Je peux me connecter là-bas. C'est pour ça que moi j'explique. À partir du moment où on a un deuxième port, en eau profonde à Limbe, 500 millions de dollars qui va gérer nos intérêts d'hydrocarbures et nos intérêts pétrochimiques et nos intérêts agroalimentaires. Pourquoi il ne peut pas faire d'une pierre deux coups? C'est-à-dire dire à ses collègues là-bas et dire que je veux vous alimenter sur le plan énergétique. Dire à ses collègues de Tribi, je veux vous alimenter sur le plan énergétique. Vous ne voyez pas qu'il y aura une attractivité de la zone portuaire et des zones portuaires? Est-ce que c'est tout? Et il dit aux partenaires investissent encore. S'ils ont deux têtes, qu'ils mettent l'insurrection au Cameroun. Nous, ce qu'on va faire cette année, c'est que ça là, président, ça va valoir la peine. Des fois, on va prendre un peu de notre temps pour déconstruire les erreries. Ce n'est pas nous qui avons demandé à M. Issa Tiroma Bakari d'être fugitif en Gambie. Ce n'est pas moi. Qui l'a mis en Gambie? Bah, c'est pas moi. Tu l'as vu en Gambie? Ah bon, il n'est pas là-bas. Si tu l'as vu où? Tu as même vu une photo. On dit qu'il a nommé un gouvernement. Pardon, ne parle même pas de ça. Ce n'est pas nous. Dans un moment donné, et c'est ça, moi maintenant j'arrive aux Africains et aux Camerounais. Ben, vous ne voulez pas construire un pays. Vous voulez construire un pays en refusant de faire une petite échelle de valeur. C'est-à-dire de dire que dans le secteur-ci, le Camerounais-ci, parce que M. Sirungo, c'est-à-dire que, certes, il appartient au parti politique du président de la République, il ne passe pas son temps là. Le président Bandala dit qu'il veut sa tête, les cadres de son parti politique. C'est pas un homme politique. C'est un gestionnaire. Il est directeur général. Performant. Le port autonome de Douala, c'est une entreprise à un actionnaire unique. L'État du Cameroun. Le patron du cadre, c'est le président de la République qui garantit les actifs de l'État du Cameroun. Donc, quand on veut construire une société, on est même opposant. On regarde, on dit dans ce côté-là, ça marche bien. Si nous arrivons, nous consolidons ça. C'est ça quand on est sérieux. Non, parce que le bilan de Souringo, ça va faire l'honneur du président. On va dire que le président peut faire quelque chose. Il ne faut pas entendre ça. Ah oui. Pourquoi? Ça. Parce que si le président de la République part, il peut partir en laissant M. Simon, le directeur du port autonome. Voilà. L'intérêt de celui qui vient, c'est de dire que les performances de ce monsieur sont terribles. Reste là. Mais je le consolide. Puisqu'on vient à la tête d'un État pour élever l'État, c'est de regarder, de dire que si j'arrive, le directeur du port là, il regarde les résultats de Tribi, la même politique, il regarde. Et dans les secteurs où ça va bien, il consolide ça. Ah bon. Qu'est-ce qu'il nous propose donc? Donc il nous propose de venir démanteler l'État, la chasse aux sorcières, le tribalisme, la géonie des anciens gouverneurs français, véritablement de mettre le pays à feu et à sang. Voilà. Et c'est là souvent où nous avons eu la dent dure avec les gens qu'ils ont portés et pour qui ils ont communiqué, les M. Kamto, de dire que mais non, vous ne pouvez pas. On peut même détester le président Biya, vouloir le remplacer, mais quand on regarde le Cameroun, nous avons l'institution militaire. Il y a des problèmes certes au sein de notre administration militaire, mais au moins le président Biya a mis ça en place. C'est-à-dire qu'une armée plus ou moins patriote, c'est-à-dire qui répond aux défis de l'heure. Et puis avec cet espace-là. Donc vous voyez donc Fabrice que moi, quand le projet-ci va être bouclé, on dit que ça boucle en 2027, nous allons personnellement écrire au directeur du palais, renouvelle-la pour un giga, un tétra. Pourquoi? Parce qu'un espace portuaire aussi peut concentrer les écoles. Peut concentrer les écoles d'ingénierie. Peut concentrer les écoles. Il peut construire, comment je vais dire, que des hôtels. Rotterdam, c'est le port. Le président Banda vous l'a dit. Les Pays-Bas, ça a été même une grande puissance esclavagiste. La petite Hollande qu'on voit là, souvent on l'oublie, hein. La Hollande était une puissance esclavagiste terrible, les Pays-Bas. Parce que c'est un pays de l'eau, se projette. C'est ça, industrialiser le pays. Et quand vous voulez exploiter le projet dont nous avons parlé ici, de Balam, qui part relativement du Congo, traverse le Cameroun, arrive dans la zone industrielle au terminal minéralier de Kribi. Mais c'est là-bas qu'il y aura l'entreprise de transformation de fer, la première transformation de fer. Mais à ça, peut se greffer une entreprise sidérurgique, métallurgique, production de véhicules.
Je vous rappelle que Sotrabus, j'ai personnellement rencontré un cadre de Sotrabus, cette semaine, a signé une convention avec le ministère de la Défense pour produire des voitures blindées. Voilà le début de l'industrialisation, en quelque sorte, de nos forces de sécurité. C'est-à-dire de produire notre armement. Et moi, je leur avais demandé, ils me disent, monsieur Tatina, on produit en moyenne 20-22 bus par an. J'ai dit seulement, il me dit, mais on a des problèmes d'énergie. Vous ne trouvez donc pas que si le projet marche, immédiatement, Sotrabus va mettre, comment je vais dire, que une structure industrielle dans l'espace. Voilà. Ils ont signé une convention. Donc cette convention-là va pouvoir permettre à Sotrabus d'avoir de la commande des forces armées du Cameroun. Donc il va falloir qu'il double, il triple la production. Et alors, et si elle peut être performante, cette jeune entreprise, cette jeune PME-là, il faut qu'elle ait l'énergie à, comment je vais dire, à coût raisonnable, à bon coût. C'est ça l'industrie. Qui dit industrie, dit énergie. On vient vous raconter qu'il s'est endetté de 600 milliards. Avant de s'endetter de 600 milliards, un endettement de 600 milliards, c'est une convention. Personne au Cameroun, même un privé, laissez-moi donc vous dire, vous êtes même une structure privée à 100% capitaux privés, vous voulez lever 600 milliards, il faut l'aval de l'État du Cameroun. Vous savez ça? Je dis, vous êtes une structure privée, vous n'avez pas 5 francs d'argent public dans votre capital pour lever 600 milliards à l'extérieur. Il faut véritablement une validation de l'État du Cameroun avec toutes les structures d'analyse financière qui tournent avec. C'est-à-dire la NIF qui voit en fait où vous allez prêter et pourquoi. Quelles sont les retombées de cet argent? Parce que vous pouvez monter 600 milliards sous comment je vais dire, sous le couvert d'une entreprise écran. Et avec 600 milliards, vous montez une rébellion. Donc il faut une convention. La convention doit être validée par le président de la République et le ministre, généralement le ministre des Finances, met son sceau là par lui, c'est lui qui s'occupe des questions financières. D'où vient-il qu'un journaleur raconte ça et puis les gens sont là, monsieur Cyril, non. Nous allons déconstruire tout le temps ce genre de mensonges. Donc moi je suis fier, nous apportons un soutien total et nous disons à la fin de cette convention-ci, nous demanderons au port de lever encore dans le même modèle. C'est-à-dire pour pouvoir faire financer ce qu'on appelle les ports fluviaux. Nous en avons 2. Nous avons un port fluvial sur la Sanaga et on a un port fluvial sur la Benue. Vous croyez que les enfants du Nord ne peuvent pas profiter des retombées de l'expansion, ce qu'on va appeler le port de Garoua? À partir du port de Garoua, on peut doper, comment je vais dire, nos échanges commerciaux avec le Nigeria. C'est-à-dire à partir tout simplement de la saison haute de pluie, comment je vais dire, de la Benue. Soutien total, en quelque sorte, au management du parc. Bertrand. Que dis-je, Jonathan, je vous retrouve. Tellement il a été brillant. Il m'a permis d'explorer davantage cette révolution économique qui est donc visible du côté du port. Mais jusqu'à quand va-t-on continuer à vivre cette cabale, qu'elle soit médiatique, qu'elle soit à la limite même à un moment donné institutionnelle? J'ai peur d'être assez dur dans mes mots, mais le dossier SGS nous a montré quelques... on va dire quoi, une forme de rébellion dans ce que d'ailleurs le président appelait ici la rébellion de l'immeuble étoile qui s'était mis effectivement, voilà, le fait de barrer la voie, la dynamique observée du côté du PAD. Mais jusqu'à quand va-t-on vivre véritablement cette cabale, j'y arrive, contre la vision managériale du conseil d'administration du port autonome de Douala? On va voir ça jusqu'à ce que Lando Colonna ait pris définitivement congé de notre pays. Donc quand Lando Colonna va être totalement vaincu par les forces positives que nous incarnons et que le digne directeur général du port également porte comme face visible dans la haute administration, quand ces forces positives vont prendre le contrôle total de l'État, vous n'aurez plus de tels discours, du moins ça n'aura plus le même poids. Bertrand vous a donné les commanditaires, c'est la France, et derrière des sous-traitants locaux qui s'appellent M. Issa Chiroma Bakari ou le professeur Maurice Kamto. Derrière aussi, vous avez un journaliste, j'aimerais dire un journaleux, qui déjà n'a pas fait confiance à son propre teint naturel. Il n'a jamais cru. Restons sur les faits. Non, vous savez, Hegel disait que la fin est écrite depuis le début. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous voyez un individu qui n'est noir, n'a pas le courage d'assumer sa peau noire,
il est obligé d'aller se décaper, utiliser des méthodes. Le thym est devenu, les mamans de quartier appellent ça Coca Fanta, on ne sait plus trop ce qu'il représente. Vous voyez, ça montre que c'est un individu qui a des complexes. Il manque de sérieux. C'est que quand il y a les réunions de famille, c'est vrai qu'en Afrique, on dit parfois que le pouvoir de l'argent rend les gens dociles. Mais quand vous arrivez dans une réunion de famille et que vous avez un oncle qui a le teint Coca Fanta, même s'il a le plus d'argent, personne ne le prend très au sérieux. On a toujours le réflexe de dire, ah, celui-là, on ne sait pas trop. On se dit qu'il n'est déjà, rien que sa morphologie physique lui enlève tout ce sérieux-là. Donc, quand vous prenez l'individu maintenant, il pratique un journalisme qui ressemble au Khmer, au Congossa. C'est même pas, vous savez, quand on dit Congossa, le Congossa, c'est pas forcément que les choses soient vraies. C'est qu'il faut alimenter un public qui s'abreuve d'histoires, de racontages, de commentaires, même de l'imagination du personnage. Je me souviens une fois, je suis allé rendre visite à une de mes tantes, et un jour j'arrive chez ma tante, je trouve qu'elle est en train d'écouter le fameux personnage. Il raconte une conversation entre le président de la République et son épouse. Et je demande à ma tante, mais sérieusement, comment un individu peut avoir la conversation du chef de l'État et de son épouse? Comment tu peux prendre un tel individu au sérieux? Ma tante, c'est là où ma tante, elle me regarde et me dit, mais fiston, à la limite, je crois que tu viens de m'ouvrir les yeux. Elle dit, je l'écoutais, mais je me rends compte que... Et en plus, il ne dit pas qu'on m'a dit qu'il a dit, il dit que le président a dit ceci et la femme a répondu. Lui, il a quoi? Une caméra à la présidence, un micro, il écoute le président. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est fort dans la création des scénarios, dans la manipulation des masses. Et quand vous avez un public qui parfois a besoin de trouver un bouc émissaire, qui a besoin d'expliquer la cause de ses souffrances, ce public-là qui se déverse dans les réseaux sociaux s'abreuve à ce genre d'histoire. Mais c'est un diseur de bonnes aventures. Il ressemble à ce qu'on appelle un charlatan. Il raconte aux gens ce qui leur ferait plaisir le plus. Il met un doigt et il pointe un doigt accusateur sur des gens, sans forcément avoir les preuves réelles de ce qu'il dit. Et ça s'appelle dans le langage normal de la calomnie. Dans le langage trivial, nous au Cameroun, on appelle ça le Congossa. C'est le Congossa. Et quand vous regardez que cet homme a effectivement les pratiques des femmes commères, les femmes commères sont généralement des femmes qui n'assument pas leur thème. Elles ont généralement pris un autre thème. Vous comprenez qu'il est dans la dynamique du commérage, des racontages, des histoires inventées de toutes pièces, dans le but simplement de nuire à l'image de quelqu'un. Maintenant, quand vous revenez dans le fond, le projet d'électricité, Bertrand a brillamment revisé l'élément du projet d'électricité. Il a parlé des besoins. Le président a posé un contexte politique qui va avec. Je voudrais seulement ajouter un élément. Le port de Douala n'est pas le premier port qui se soucie de l'électricité, des problèmes d'approvisionnement en énergie en son sein. En Europe, où vivent ces journaleux, le port du Havre, à travers Aropa Port, a signé une convention il y a quelques années encore avec une entreprise partenaire pour électrifier son quai. Et dans la démarche, Aropa Port suivait le port qui est pionnier en matière d'électrification des terres, le port d'Hambourg en Allemagne. On parle là des grands ports. Quand j'ai pris le Havre et Hambourg, c'est juste pour prendre les références dans l'environnement où ils vivent. Vous avez parfois des gens qui sont juste benguistes de nom, mais ils vivent au milieu des gratte-ciels et ils ne connaissent même pas comment on construit ces gratte-ciels. Voilà. Vous savez, le port du Havre qui parle d'électricité, qui a un partenaire, qui était le partenaire, c'était EDF. Mais ils ont, pour le cas d'espèce, sollicité un autre partenaire pour assurer la construction des lignes électriques. C'est aussi le détournement. Ils se sont endettés. Il y a eu un article pour dire comment ils se sont endettés. Encore que Bertrand vous a brillamment expliqué qu'une convention d'endettement à hauteur de 600 milliards, ça requiert des signatures qui ne sont pas du domaine du conseil d'administration du port.
Donc, le ministre des Finances même ne peut pas. Et il faut un consortium de banques agréées, qui ont été agréées. Parce que on peut même dire que le consortium, tu peux les former et puis tu viens. Non, les banques doivent être agréées. Parce que l'État va vérifier un ensemble de prérequis sur ces banques et par rapport même à la situation financière de l'État vis-à-vis de ces banques. Parce qu'il y a un niveau d'exposition que l'État ne peut pas accepter vis-à-vis d'une seule banque. Il y a un niveau d'exposition. C'est des règles. Parce que s'il y a un contentieux, eh bien, ces structures bancaires peuvent aller à l'arbitrage international et on saisit même les actifs de l'État. Les actifs du port. C'est-à-dire Voilà. qu'on considère que l'État est en quelque sorte, c'est l'État qui est parrain de cette affaire, qui abrite cette entreprise. Donc si l'État n'arrive pas à faire pression sur cette entreprise, dans le cas où il ne rembourse pas en quelque sorte sa dette, on peut arriver même à saisir les actifs du port. Donc, vous voyez, Bédan vous a cité ces éléments. Maintenant, vous regardez le projet que le port est en train de lancer. C'est un projet qui s'inscrit dans ce que le président a dit tout à l'heure, la modernisation du port. Vous avez eu l'extension des quais. L'extension des quais, la fonction des nouveaux quais à la Dibamba. Ce n'est pas un projet futuriste où le directeur dit on va. Les quais sont déjà en train d'être construits. Ah, déjà, mais le Dibamba est déjà fonctionnel. Okay. Les bateaux ont déjà accosté à Dibamba. Dibamba est déjà fonctionnel. Les populations ont été indemnisées. Certaines, il reste quelques-unes qui attendent la fin des indemnisations. Donc, le directeur du port est dans une démarche globale. À partir du moment où vous avez Dibamba, vous avez le port. Bertrand vous a cité, vous avez la zone industrielle. Vous savez combien de zones industrielles sont connectées au port? Il y a la zone industrielle de Bonabel, il y a la zone industrielle de Bassa, il y a la zone industrielle qui est à l'intérieur même du port. Il y a la zone industrielle naissante à la zone dans la Dibamba, qui est désormais également connectée au port. Dans le cadre de l'intensification de l'activité industrielle, est-ce que le port ne peut pas suppléer à l'approvisionnement de ces zones industrielles? Parce que quand vous regardez 300 mégas, c'est de l'ordre à suppléer un certain nombre de choses. Parce que là, on parle des industries. Maintenant, Bertrand vous a parlé de l'industrie des véhicules blindés. Les véhicules blindés, c'est de concert avec une autre industrie, l'industrie sidérurgique. Parce que vous ne pouvez pas parler de véhicules blindés si dans le domaine sidérurgique, vous n'avez pas atteint un certain niveau de fonte. Il faut atteindre un niveau de fonte de fer et même d'aluminium pour commencer à envisager la sidérurgie, les véhicules blindés. Et le Cameroun, depuis un moment, a engagé une montée tous azimuts du secteur sidérurgique qui aujourd'hui permet au pays d'aller vers la fabrication de blindés. Dans le cadre donc de la fabrication de blindés et de certaines armes qui peuvent être stratégiques, le Cameroun aura besoin d'une industrie lourde dans l'enceinte portuaire. Je prends un exemple pour montrer toujours que nous n'inventons pas la roue. Le port de Douala, le directeur général M. Cyrus Gore n'invente pas la roue. Lorsqu'il y a eu la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, à Mariupol, où étaient situées les industries sidérurgiques de Mariupol? C'était dans la zone portuaire. Ce n'était pas dans la zone industrielle où effectivement il y avait une partie de l'industrie sidérurgique, mais la grande industrie, le cœur de l'industrie même de Mariupol, c'était dans la zone portuaire. Vous avez le même mouvement au niveau de Kherson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le directeur général du port est en train d'envisager les transformations futures du port de Douala qui devient un pôle industriel international de référence. Un outil stratégique exactement comme le président de la République l'a toujours sollicité. Donc, quand il veut maintenant rentrer dans la dimension de la production électrique, il veut que désormais les enjeux d'électricité du port ne soient plus corrélés à la distribution de l'énergie domestique ou bien de l'énergie dans les autres zones les autres zones industrielles. Et ça, cette autonomisation du port est un atout stratégique pour le port. C'est plus un atout sur lequel le pays peut compter. Bon, on se serait attendu si c'était un journaliste sérieux à ce que dans son élan patriotique, à partir de sa tribune occidentale,
il puisse plutôt ramener les enjeux réels. Mais quand vous voyez, il va verser dans la délation, la désinformation, la manipulation, la calomnie, un certain nombre de choses. Et puis, il se montre même d'abord assez léger sur le dossier. Parce que quand Bertrand vous dit que il ne met, la question des financements à cette hauteur-là nécessite un certain nombre de prérequis. Et quand vous constatez qu'un type à qui on prête un tout petit peu de sérieux, s'est livré à une analyse où il dit que le poste serait endetté à hauteur de 600 milliards. Vous comprenez que l'homme, dans sa vie de journaleux, il a eu beaucoup de problèmes, certainement, comme il aime à le souligner. Mais dans ces problèmes, peut-être qu'il a toujours été très léger, au point où ceux dont il a traité l'actualité lorsqu'il était au Cameroun, ceux-là avaient suffisamment d'éléments pour le mettre en difficulté. Et donc son exil n'est pas seulement une manière de préserver sa liberté de penser, c'est une manière d'aller préserver sa médiocrité journalistique. Donc c'est un exil d'un médiocre qui simplement est incapable de s'améliorer, de se bonifier, aller se cacher, où on va tout le temps, dans un endroit où on va tout le temps le victimiser, tout en regardant sa médiocrité comme étant une curiosité intellectuelle. Et je veux maintenant sortir par là. Vous savez, quand j'aborde le chapitre de sa médiocrité, pendant la Coupe d'Afrique, avant la Coupe d'Afrique 2021, celle qui devait avoir lieu au Cameroun, ce personnage s'était illustré en disant qu'au Cameroun n'avait pas de stade. Et il y avait un vice-président de la CAF qui était juste à côté, qui lui a rappelé les stades qu'il avait visités. Constant Marie. Il lui a rappelé les stades qu'il avait visités. Et il lui a dit que apparemment toi tu ne mènes pas d'investigation. C'était une remarque très gentille. Très gentille. Mais c'était pour montrer à quel point l'homme est médiocre. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Comme le média de Bolloré vise à conserver l'individu pour le rôle malfaisant qu'il mène contre le Cameroun, on a gardé le médiocre. Vous savez ce que ça signifie? En fait, dans ces cadres-là, on veut le tenir par sa médiocrité. On lui dit, on sait que tu es médiocre, on sait que tu ne vaux rien, on sait que tu n'es pas un journaliste, on sait que tu as juste de la grande gueule et que tu peux faire parfois des petites analyses, mais on te maintient pour que tu serves nos intérêts. Le jour où tu te retournes contre nous, mon ami, on va te ramener à ta réalité professionnelle. Tu es un médiocre dont le chômage pourrait être la sanction la plus méritée. Donc, l'individu est tenu par sa médiocrité dans les cercles où il usurpe la fonction de journaliste. C'est un journaleux. La campagne des informations qu'il a menée est très amatrice, parce que c'est faire preuve de beaucoup d'un grand amateurisme, que de montrer autant de légèreté en matière de financement international. Merci infiniment à vous, cher monsieur. Peut-être un mot pour rassembler davantage autour de cette actualité liée au port autonome de Douala qui vous tient particulièrement à cœur. C'est en tout cas le fruit de vos nombreuses années de lutte et de combat pour la souveraineté, cette fois-là dans le domaine économique du Cameroun. Il est important de rappeler ça, mais en accent, l'analyse et le rappel sur le fait que c'est un cas qu'il faut généraliser à tout le Cameroun. Ce n'est pas, le port n'est pas une entité isolée de la dynamique d'ensemble de la libération économique de notre pays. Il a été l'élément déclencheur. Et nous sommes très heureux d'avoir été en première ligne pour ça. On n'a empêché à personne d'autre d'être en première ligne. Mais tout à l'heure, Jonathan, on rappelait les choix que des politiciens ont fait. Quand tu rappelles les noms lugubres qu'il a cités là, les camps, tout cette déchirement, les gens font des choix politiques. Et ces choix politiques se traduisent par des orientations économiques claires. L'option de la continuité coloniale face à l'option de la libération économique. La libération économique n'a pas de sens si les secteurs stratégiques d'un pays ne sont pas sous le contrôle de ce pays-là. Aussi simple que ça. Donc on est dans un programme, on a été tout constant dans ça. Nous avons dénoncé les privatisations, on a été constant dans ça. On a mené des batailles terribles dans ce secteur. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Quand on luttait contre les DSH, où étaient les autres partis politiques? Ils savaient même que ça veut dire quoi. Et quel était l'intérêt d'un truc comme ça. C'est grâce au combat que nous avons mené que l'État a accéléré le plan spécial sur l'énergie. Mais ces batailles-là, dans une époque où personne ne comprenait, on était contre les privatisations. On a dit que ce n'est pas bon, ça va nous conduire nulle part.
Ça, on est dans les années 90, on est dans les années 92, 95, les années 2000. En montant, on menait ces combats. Donc, on ne s'est pas retrouvé par hasard sur la question du port comme ça. Non, c'est une continuité et une cohérence. Donc, ce sont des premiers actes de souveraineté économique de notre pays. On ne peut pas jouer avec ça. Donc, pour revenir sur la question, d'autres raisons, à la suite de ce que Bertrand a démontré brillamment, et Jonathan... Tenter de justifier la désinformation, pour tenter de comprendre la désinformation. Oui, j'ai expliqué ça. Mais c'est au-delà, on a expliqué pourquoi on désinforme. Il faut à tout prix que le port revienne à M. Bolloré. Et ce n'est pas Bolloré, les mêmes réseaux. Peut-être les mêmes réseaux. Oui, les mêmes réseaux. Parce qu'un retour de Bolloré serait... Non, il peut revenir sur d'autres formes. Attention, les mêmes réseaux. Comment? La SGS, c'est quoi? La situation de notre secteur ferroviaire. Qui est assis là-bas? Donc, on désinforme pour un but. Ils considèrent qu'ils ont une technique dans leur dynamique. Hein. C'est la technique de l'harcèlement continuel. C'est-à-dire le harcèlement continuel. Eux, ils ne jouent pas avec ça. On t'harcèle, on te puise dans des batailles en espérant que tu vas finir par capituler. Donc, on est dans cette logique-là. Et la désinformation est un levier important dans cette logique-là. Donc, je suis en train de dire que la dynamique qui est au port de Douala menace aussi même l'idée que l'État camerounais se fait de ce qu'on appelle les monopoles publics. Ça menace. Parce que d'habitude, les monopoles publics au Cameroun sont vécus sur un modèle endocolonial. C'est-à-dire que c'est comme si c'était la propriété de la bureaucratie nationale. Et c'est comme si ça appartenait à l'administration, à la bureaucratie nationale. Et qui, depuis très longtemps par rapport à ça, ont un rapport d'enrichissement illégal. C'est-à-dire que la haute administration s'enrichit par le pillage de nos monopoles publics. Et il n'y a aucun rapport avec la performance. Et on nous a vendu, on nous fait croire par exemple qu'un monopole public doit se gérer d'une certaine manière. Le modèle qu'on voit dans notre pays, là, le Cameroun. À défaut que quand l'État est défaillant, on dit on privatise. Et on fait des concessions. Et quand l'État gère, il n'y a pas de logique de performance. Regardez comme tel. Regardez comme tel. Regardez même comme Wata là. Vous avez tous les moyens d'être performant, vous refusez la performance. C'est incroyable. Donc, Cyrus Go est en train de démontrer par cette façon de faire que non, on peut avoir un monopole public et le gérer sérieusement. Ça menace des intérêts, plus que c'est des chances gardées d'une bureaucratie nationale endocoloniale. Oui, Bertrand. Les gens comme les Bassirou, tous ces gens-là, qui ont bradé notre patrimoine, ils étaient les faces visibles d'un grand réseau. Ils sont assis chez eux tranquilles. Quand on vous dit qu'après des années de privatisation, on nous donne un euro avec une ardoise de près de 800 milliards de dettes. Mais les 800 milliards là, il y a les gens qui sont... C'est dans les poches de certaines personnes. C'est dans leurs poches. Mais à cause de la conception qu'on a ce qu'on appelle un monopole public, le modèle purement colonial, vous avez un monopole public, c'est de nom. Aucune logique de performance. Donc vous voyez que dans le secteur de l'énergie, Bertrand, si on commence à laisser l'idée que des entreprises, entre guillemets, peuvent développer des sous-secteurs en matière d'énergie indépendants, parlons comme ça, ils s'approvisionnent indépendamment. Ça menace ce monopole. Ça menace cette idée de monopole. Et il y en a qui ne veulent pas entendre parler de ça. Parce que cet endocolonial, néocolonial, ne veut pas entendre parler de ça. Puisque c'est leur chasse gardée. Mais c'est de l'innovation, ça. C'est de l'innovation. Et il faut encourager ça. Il faut encourager les choses comme ça. Il faut innover, il faut imaginer des formes d'approche nouvelles, innovantes, dans ce qu'on appelle le rapport performance et nos actifs publics. Il faut arriver à ça. On ne peut pas continuer comme ça. On brûle la sonore là, on se trouve avec une dette 700 milliards pour réhabiliter. Il ne faudrait parler que de ça. C'est quand même des crimes graves. Des crimes graves. Donc, il y a cette logique-là. J'avais à parler de ça dans l'administration. Il y a cette logique-là entre deux générations de bureaucrates, de fonctionnaires, qui considèrent qu'il y en a d'un côté
c'est l'endo-colonial, ils font ce qu'on voit les gens là faire, tous ceux qui veulent être président là. On pille le pays, on est riche, on fait allégeance à la France, etc. On joue, on a l'expérience des affaires de l'État. On veut remplacer le président pour faire tout n'importe quoi. Et il y a une nouvelle génération qui pense que non, il faut qu'on ait de l'ambition, qu'on apprenne à être performant. Il faut des champions nationaux en matière d'économie, il faut de la performance dans l'activité publique. Et imaginez-vous l'économie publique qui est basée sur la performance. Mais ce pays se relève. Ce pays se relève. Mais c'est quelle affaire ça? Où on fait croire que l'État, c'est la fainéantise. L'État, c'est la non-performance. Voilà Malagré qui montre que c'est possible. Il n'est pas le seul. Vous avez les gens comme le Mekoulou. Il y a une nouvelle génération là comme ça qui se bat là. Hein, entre les caïmans là et les crocodiles qui mangent tout le monde, qui veulent tuer tous les gens. Ils se battent là, mais avec l'idée d'un secteur public performant. Ouais. C'est ça qui est aussi en jeu là. Cet enjeu-là, c'est un enjeu. La France ne veut pas entendre parler de ça. L'endo-colonial ne veut pas entendre parler de ça. Parce que cette classe a émergé dans l'histoire de notre pays et dans l'histoire de l'Afrique comme une classe parasite, monsieur. Il n'y a pas peur le mot. Ce n'est pas une injure, c'est un fait. Elle considère qu'on peut gérer un pays, faire de l'administration en s'en fichant de l'économie. On laisse l'économie aux étrangers. Et quand il y a le déficit de la balance commerciale, on dit endettez-vous. Et c'est le citoyen qui meurt avec une espèce de pression fiscale qui, à terme, asphyxie la capacité d'initiative des populations. Il faut sortir de ce modèle-là. Fabrice, le modèle néocolonial, il faut en sortir. On maintient les services publics, mais pourvu que ce soit géré avec la perspective de la performance. Comment on peut comprendre que l'entreprise comme Kawata ne comprend pas que on doit gagner de l'argent en distribuant de l'eau aux populations? En distribuant de l'eau. Et qu'une ville comme Douala peut permettre que quand il n'y a pas l'eau, et ils osent faire les communiqués. Ils osent même faire les communiqués. Dans un pays ailleurs, M. Blaise Moussala, il aurait sauté le premier jour. On le chasse, on le fait sauter. Oui, monsieur, on te fait sauter. Douala doit rester un jour sans eau. Oui, monsieur. Attends. C'est le monopole. Tout est là. La demande est extraordinaire. Avec une nappe phréatique qui est quasiment... C'est une demande extraordinaire. Il touche n'importe quel partenaire, on va à son secours, parce que le marché est là. Quel est le problème? Dit-on il a des parrains, que son poste a été, c'est-à-dire que soutenu par des parrains à des buts bien précis. Voilà le problème au Cameroun. Présent un autre exemple. Lors de la visite du pape. On va y revenir. Mon pape, effectivement. Je parle juste... Vous voulez faire allusion au communiqué de la CRTV. 20 milliards de budget pratiquement. Oui, mais les discours coupés. Oui, mais et après, sortent un communiqué bidon accusant Cantel. Et Cantel dit que non, certes, il aurait utilisé peut-être des data. Mais pas voir qui a donné la décision de... C'est tout simplement le copinage. C'est-à-dire que le directeur général de la CRTV a pris sur lui, véritablement, d'utiliser des techniques ou bien d'utiliser des cadres ou des entreprises véritablement qui, sans une véritable concertation avec les cadres des ingénieurs de Cantel qui détiennent la fibre optique. Cantel est propriétaire de la fibre optique. Est-ce qu'il y a une réunion de concertation au niveau de l'ingénierie pour dire que voilà les méthodes? En tout cas, le communiqué de la CRTV prouve qu'il n'y a pas eu de concertation avec Cantel. Non, Cantel l'a pas dit également dans son communiqué, donc il n'y a pas eu un travail d'amont avec Cantel pour essayer de... un communiqué adossé à l'ingénierie, c'est les responsables techniques de Cantel. Je suis d'accord avec vous. Monsieur Charles Nogo sort les communiqués font souvent, croyant que Cantel allait se taire et que ça allait passer. Ça, quand vous voyez ça, c'est des baronnies en quelque sorte qui se battent. C'est tout. C'est-à-dire que c'est des patrons, évidemment, avec ce fiasco, ils ne veulent pas que l'affaire s'ébruite. Et d'ailleurs, il faut creuser dans cette affaire pour voir ce qui s'est passé. Président, refermons. Pourquoi dans ce pays, la CHTV a des budgets de près de vingtaine de milliards et le président sont obligés de créer... Non, le président sont obligés de créer sa télé. De dire à la présidence, il y a un problème. Et on a la crise de ce monopole public dont vous savez. C'est depuis que la CHTV a ce problème. Et le président, quand ça souffrait avec le président, ça ne dérangeait personne. Ah, monsieur le pape, Dieu était là. Dieu était là. Maintenant que Dieu est venu, vous coupez le message de Dieu. Les bagarres commencent. Mais depuis là, le président vivait ça. Hein?
Mais vous ne voyez pas, le président veut ça. Il a dit Lando Colonna a pris en otage la CNTV pour ses besoins, ouais, sa propagande. sa propagande et ses batailles. Alors c'est cela qu'il s'agit. Le président est obligé de payer PCR, c'est quoi là? PCR, PRC. PRC-TV, pardon. PRC. PRC-TV. Bon, les Camerounais, les gars, pourquoi on met 20 milliards de budget pratiquement chaque année à la CNTV? C'est pourquoi? L'absence de performance, Fabrice. L'absence, l'exigence de performance. Et dans un parent environnement, Cyril le consort, on ne veut pas voir les têtes comme ça. Je suis d'accord. Oui, je l'attends seulement. Il paraît être une anomalie qu'il faut rapidement extirper. Mais cette promesse de performance, le rôle du panafricanisme, c'est de veiller là-dessus. Parce que demain, ça peut servir de base pour généraliser la performance dans notre administration. D'accord.